They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me... Hello, hello. On est mercredi 3 avril si je ne dis pas de bêtises, et j'ouvre un nouveau vlog lecture. Voilà, j'espère que vous allez bien. Regardez ce soleil, moi ça me fait du bien, je suis contente. J'ai besoin là de ma dose de vitamine D. Du coup je suis en plein soleil, vous m'en voudrez pas, mais je vais pas rester longtemps parce que je vais aller bouquiner. J'ai une petite heure je pense avant d'aller emmener mon fils à son cours, même un peu plus d'une heure, c'est cool. La dernière fois j'ai terminé le pull de Lucien. J'ai envie de faire un petit challenge encore, on va voir, je sais pas trop en fait en termes de durée ce que ça va durer, mais je suis en train de tricoter un pull pour moi. Alors bien sûr il n'est pas bloqué, donc du coup ça ressemble pas, et puis il est à l'envers, bon c'est pas grave, je vais le laisser à l'envers parce que je suis en train de le tricoter. C'est un pull qui est en mohair avec des petits détails en fingering. C'est le pull Plumty de Julie Dubreux, et j'en parle sur ma chaîne créative si vous voulez. Je viens de commencer il y a quelques jours là, il y a 2 jours, la manche que je suis en train d'avancer, et j'ai pas fait la deuxième. Je voudrais terminer ce pull, mais je sais pas si je vais réussir ça en une semaine. Donc si je termine, je vais voir en fait en fonction, soit je termine le pull sur ce vlog, soit je l'avance et on verra. L'idée étant voilà, d'avancer aussi les lectures. Je vais vous dire ce que je suis en train de lire, quelles sont mes lectures en cours. Elles sont là. Yeah. Alors j'ai 3 romans en cours, dont 2 qui n'avancent pas très vite. Enfin, ils avancent tous doucement. Pardon, la lumière est dure, mais c'est trop agréable le soleil, donc je reste au soleil. Donc celui qui avance et que je veux terminer, en fait c'est un peu lui qui va donner le rythme de cette vidéo aussi. Je veux absolument terminer Le Chardonneret de Donna Tartt, que j'aime beaucoup, pour vous en parler sur cette vidéo. Voilà, donc il me reste, je dirais, à peu près 340 pages à lire. Donc c'est ce livre qui va nous accompagner. Surtout que ce week-end, je commence la lecture des armes et de la lumière de Ken Follett, le dernier tome de la saga Kingsbridge. Donc ça serait bien que je lise, que je termine cette pavasse-là. En parallèle, j'ai L'épée, la famine et la peste, le premier tome d'Aurélie Wallenstein, que j'aimerais aussi, dont j'aimerais vous parler. En fait, j'aimerais au minimum vous parler des livres que je suis en train de lire. Donc quand ils seront terminés, ça sera ces vidéos-là ça sera ces points de vue lecture qui feront cette vidéo. Donc L'épée, la famine et la peste, le premier tome que je suis en train de lire. J'en suis ici. J'ai pas lu la moitié encore. Ça se lit vraiment très bien. Je sais pas, ça doit être je sais pas si c'est du adulte ou non. Mais c'est pas mal, ça me plaît bien. Là, on est dans la fantaisie. Donc je vous ai pas dit, mais Le Chardonneret, c'est du contemporain, on va dire. Mais ça le réduit un peu de dire ça. On en reparlera quand j'aurai fini. Je suis en train de lire La Porte de Magda Szabo, qui est un livre que je voudrais terminer aussi, qui est pour moi un peu plus difficile à lire, entre guillemets. J'ai plus de mal à m'accrocher à l'histoire, mais c'est quand même pas mal. Donc j'en suis à la page 200, j'en suis un peu plus loin que la moitié. Je vais le lire aussi. Et j'ai commencé hier Triste Tigre de Neige Szabo. Non, Szabo c'était pour la Hongrie. De Neige Sino chez Paul, que j'ai emprunté à la bibliothèque, et je vais le lire juste après là. Je me suis fait un petit découpage pour le lire sur une semaine à peu près. Ça va pas être facile, mais on va le faire. Et puis j'ai commencé ce matin la BD Portugal de Pedrosa, que j'ai aussi emprunté à la bibliothèque, qui a été publiée chez Air Libre.
et que je vais terminer prochainement. C'est dans le cadre du mot fête qui a été pioché au hasard pour le mois d'avril. Donc voilà pour mes lectures en cours. Dans mes oreilles, je suis en train de terminer La Vallée de Bernard Minier, que je vais terminer aussi aujourd'hui, non, je pense demain. Et en e-book, j'ai commencé Américas de Ludovic Manchette et Niemniek, je ne sais plus son prénom. Voilà. Et j'ai tout juste commencé, donc je ne peux pas trop vous donner mon avis non plus. Voilà pour les lectures de ce vlog. Déjà, vous aurez un retour sur ces livres-là. Et voilà, peut-être qu'après, on parlera d'autres choses. À voir. Certainement d'autres graphiques qui vont se caler par-ci, par-là. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage pour la suite de cette vidéo. Et on se retrouve très vite. Matin, je viens de trier toutes mes affaires de printemps, donc voilà, j'ai ressorti mon pull en dentelle, voilà, il y a de la lumière là, c'est mieux, je suis pas coiffée du coup, vous m'en voudrez pas. Alors, déjà, j'ai commencé hier Les Armes de la Lumière de Ken Follett, qui est le dernier tome dans la chronologie Kingsbridge, mais qui n'est pas le dernier tome paru, parce que le dernier, je crois que c'est Le Crépuscule et l'Aube. Ou Le Crépuscule et l'Aube est sorti avant Les Armes de la Lumière, enfin bon, voilà. Et donc, comme j'ai commencé à lire ça, et que je suis encore en train de lire le Chardonneret, ça me fait 2 briques, j'ai mis en pause L'Épée, la Famine et la Peste pendant quelques jours, le temps que je termine le Chardonneret. Voilà. À part ça, dans mes oreilles, j'ai fini d'écouter La Vallée de Bernard Minier dans sa saga Martin Servaz. Et oh, il y a le héron qui vole juste au-dessus. Je vais fermer la fenêtre aussi parce que ça fait du bruit. Donc La Vallée, alors c'est un policier, c'est une suite de sagas, donc je ne peux pas trop vous dire de quoi il est question parce que on retrouve des personnages qu'on avait laissés dans le tome 1, Glacé, ainsi que dans le tome 2, je ne sais plus comment il s'appelle. C'était pas le meilleur pour moi parce que c'était un petit peu fouillis, j'ai trouvé. Mais bon, je passe toujours un bon moment d'écoute avec Bernard Minier. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce tome-là, c'est qu'il va parler du métier de flic et du fait que les gens n'aiment pas trop les flics. Ça, j'ai trouvé que c'était abordé d'une certaine façon qui m'a bien plu. Je vous laisse le découvrir. Voilà. Il y fait référence aussi pas mal au fait d'être chef de brigade. Et en plus, là, c'est une femme. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. J'aime beaucoup la façon dont il élargit les horizons du polar. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Et je peux que vous conseiller d'aller découvrir cette saga qui n'est pas très complexe, on va dire. Mais en écoute audio, c'est vraiment très agréable.
Voilà, donc je vous la conseille. Alors, je passe pas des heures dessus. J'ai lu le tome 7 hein, des carnets de l'apothicaire. Et c'est plutôt bien. Voilà, donc j'ai trouvé ça sympa. Je crois que je lui ai mis 16. Je revois mes notes petit à petit sur les... là, c'est pas une relecture, mais je revois mes notes sur mes relectures. Généralement, je reste quand même assez OK avec ce que j'ai mis. Le précédent, j'avais mis 17. Là, je mets 16 parce que j'ai trouvé que c'était moins intense en émotion par rapport à nos personnages principaux. Mais ça m'a bien plu quand même. J'ai fini La Porte de Magda Szabo que j'ai lu dans le cadre notamment de Avox Livre pour un auteur d'un pays qu'on connaît peu, donc la Hongrie. Et là, on est, je dirais, peut-être dans les années 70-80, je dirais. Et je sais pas en fait si c'est vrai ou non. Si c'est une histoire vraie. En tout cas, le personnage principal qui nous raconte l'histoire est une écrivaine. Donc je me dis, c'est peut-être elle. Et en fait, elle va raconter la relation qu'elle a avec sa femme de ménage, sa femme à tout faire, vraiment, qui habite au coin de sa porte et qui ne laisse entrer personne chez elle. La porte est toujours fermée. Et en fait, elle va raconter l'histoire qu'elle a eue avec cette femme de ménage et la culpabilité qu'elle a vis-à-vis d'elle suite à sa mort. Et il y a beaucoup de références effectivement à l'histoire, notamment au fait que elle est cachée chez elle pendant la Seconde Guerre mondiale, autant de personnes d'un bord que d'un autre. C'est fait d'une façon assez intelligente, il y a beaucoup de réflexions politique, religieuse aussi. C'était pas mal, mais on va dire que j'avais moins de plaisir à y retourner que d'autres livres. Mais ça m'a plu quand même d'aller jusqu'au bout. Je suis pas sûre de relire quelque chose de cette autrice qui est décédée. Mais voilà. Ils disent que c'est un chef-d'œuvre de la littérature hongroise, dont le succès fut mondial, prix féminin étranger en 2003. Oui, certainement, parce que du coup, c'est révélateur d'une écriture et d'une histoire. En revanche, par exemple, je trouve qu'elle est très critique vis-à-vis d'elle-même et elle essaie de nous faire apprécier ce personnage d'Émerance, là, qui est cette femme à tout faire. Et moi, je ne l'ai pas trop apprécié. À chaque fois, je l'ai trouvé quand même assez antipathique, là où elle raconte vraiment une histoire réellement d'amour entre ces deux femmes. Mais une histoire d'amour où l'autrice n'a pas l'air d'être jugée, a l'air d'être dénigrée, je trouve. Et je trouve ça un peu dommage. Ça m'a toujours posé problème dans le texte. Mais c'est quand même intéressant à lire pour voir la relation que deux femmes de deux générations différentes peuvent avoir par rapport à la modernité, etc., par rapport à l'évolution d'un pays qui a été en guerre et où il y a eu des traces importantes, et par rapport à la culture, tout ça, c'est vraiment passionnant. Donc je vous conseille quand même d'aller le découvrir. Mais voilà, je suis contente de l'avoir terminé, quoi. J'ai mis 15. Oh là là. J'ai lu Fête galante, suivi de La Bonne Chanson et précédé des Amis. C'est marrant d'écrire ça comme ça. Moi, j'ai adoré La Bonne Chanson. Alors, j'ai beaucoup aimé, hein, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, mais alors La Bonne Chanson, mais quel plaisir, j'aurais coché tout. La Bonne Chanson, c'est un texte, je vous montre, on a les en-têtes, je trouve ça chouette. Les premières éditions, édition originale, la page de titre. Ce qui est intéressant dans ce recueil, c'est qu'on a des explications qui sont sur la gauche. Donc on n'est pas obligé de tout lire, mais souvent en fait, ils expliquent pas mal de choses. Et il y a un rebond, je trouve, qui laisse le texte tranquille. On n'a pas 10 000 notes de bas de page, mais du coup, le fait que ce soit à gauche, je trouve que c'est sympa et ça aère. C'est très beau. Je vais vous lire juste le début de la première pièce, du début de la pièce, qui se compose, qui s'écrit en 21 parties, je vais dire. Et je vous lis juste les passages qui m'ont vraiment bien plu. Le soleil du matin doucement chauffe et dort les seigles et les blés tout humides encore, et l'azur a gardé sa fraîcheur de la nuit. L'on sort sans autre but que de sortir, on suit, le long de la rivière aux vagues herbes jaunes, un chemin de gazon que bordent de vieux aunes.
L'air est vif. Par moments, un oiseau vole avec quelques fruits de la haie ou quelques pailles au bec, et son reflet dans l'eau survit à son passage. C'est tout. Je trouve ça extrêmement beau. J'ai beaucoup aimé ces descriptions de la nature, mais également quand il parle d'amour, c'est splendide. Il parle du fait que la personne soit partie, la femme qu'il aimait soit partie en voyage et qu'elle lui manque. Et il dit 15 longs jours encore et plus de 6 semaines déjà. Certes, parmi les angoisses humaines, la plus dolente angoisse est celle d'être loin. On s'écrit, on se dit comme on s'aime, on a soin d'évoquer chaque jour la voix, les yeux, le geste de l'être en qui l'on mit son bonheur, et l'on reste des heures à causer tout seul avec l'absent. Mais tout ce que l'on pense et tout ce que l'on sent et tout ce dont on parle avec l'absent persiste à demeurer blafard et fidèlement triste. Il y a fait des figures de style qui sont très efficaces, je trouve. Donc voilà, c'est vraiment très très beau. Alors je pense que j'ai moins aimé les fêtes galantes. C'est pas le, je vois que j'ai pas coché dans les fêtes galantes. C'est voilà. Par contre. Ouais, les amis, c'était trop beau, son poème sur l'été, splendide. Et les amis, les pensionnaires. Celle-ci, pensionnaire, parle d'amour entre deux femmes, de désir, etc. Je trouvais que c'était assez audacieux. Voilà, donc vraiment un très bon recueil de poèmes, j'ai adoré. Et puis, oh là là, trop bien. J'ai lu Portugal de Pedrosa. Donc là, on est chez Air Libre. Texte qui a eu le prix de la BD 2011 du Point. Voilà. Donc d'ailleurs, je l'ai rentré dans une de mes cases de bingo BD. Voilà. Alors oui, il y a des scènes de fête, puisque à un moment, ils vont participer à un mariage. Alors, comment résumer cette BD? C'est une BD certainement autobiographique de cet auteur qui est donc dont sa famille a émigré en France. Une partie de sa famille a émigré en France, une autre partie de sa famille est restée au Portugal. Deux frères, en fait, le père de Simon Muchat. En fait, je ne sais pas trop si c'est autobiographique ou non. En tout cas, Simon Muchat qui... du coup, son père est venu en France et le frère de son père est resté au Portugal. La famille s'est scindée en deux. Il sent qu'il y a des origines qui sont importantes pour lui au Portugal, mais par exemple, il est parti, je pense, quand il avait quoi... Non, il n'est même pas parti, lui, parce qu'il revenait en vacances, mais il n'a jamais parlé portugais. Et il est dans un moment de sa vie où il vit avec une femme, mais il n'y a rien qui avance, il n'arrive pas à s'engager vraiment. Et même dans son travail, puisqu'il est dessinateur de BD, il trouve qu'il n'a rien fait de bien. Il est un petit peu dans une zone de flottement. Il sent qu'il a besoin de retrouver ses racines, entre guillemets. Son père l'a eu très jeune, donc ils ont une relation un peu particulière avec son papa. On va avoir aussi pas mal de passages où on voit son père qui aussi a une relation difficile avec sa famille, notamment son frère. Il a une sœur aussi. En fait, c'est pas son frère, c'est pas son père qui est resté au Portugal, c'est les parents. Ouais, c'est ça. C'est le père c'est son grand-père. Son grand-père, c'est pas son père. Son père, lui, n'a jamais vécu, je pense, au Portugal non plus, ou du moins, il est parti vivre en France après. Bref, en tout cas. Voilà. Et dans le cadre d'un salon de la BD auquel il participe, il retourne au Portugal quelques jours. Et pour lui, c'est une nouvelle respiration. Il sent qu'il y a des choses dans ce pays qui l'appellent. Il sent qu'il y a des choses qui doivent être un petit peu clarifiées pour qu'il puisse avancer, qu'il puisse retrouver le plaisir d'écrire. Et il va faire des recherches, il va demander à avoir des photos, il va aller rencontrer la famille au Portugal, etc. Et ce retour aux sources, là, j'ai trouvé ça assez splendide. Le passage aussi où il est avec toute sa famille qui voit peu, en fait, c'est une famille qui est un peu décimée. Au moment du mariage de sa cousine, j'ai trouvé ça vraiment trop chouette. C'était touchant, c'était extrêmement humain, extrêmement juste, dans des dessins que j'ai aussi trouvé très beaux. Il a une façon de superposer les images qui donne une ambiance, qui donne vraiment une ambiance particulière. Alors, les scènes en voiture, voilà, là on le voit avec son père, avec son oncle et sa tante.
ouais, il a vraiment regardé la façon dont il fait les portraits. J'ai trouvé ça très très intéressant. Ça m'a beaucoup plu. Parfois, il y a des planches sans rien du tout, avec juste des moments dans la nature, des moments, vous savez, par exemple l'été, quand les temps sont suspendus. J'ai trouvé qu'il le reproduisait bien. Il va parler aussi des gens de sa famille qui ont eu des histoires un peu particulières. On va chercher auprès des voisins, des gens qui connaissent bien dans la rue, pour savoir pourquoi est-ce que son grand-père, lui, est parti en France, pourquoi il n'est pas revenu au Portugal. Il se pose des questions. Et ouais, j'ai trouvé ça très beau. Jusqu'à la fin aussi, que j'ai trouvé très belle, parce que ça reste très, très ouvert et très nostalgique, très tendre. Et ça, j'aime beaucoup. Donc je vous conseille cette bande dessinée que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimée. Il faut que je la rende à la bibliothèque, voilà. Bon, et bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais retourner. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être bouquiner parce que je suis en train de faire un salon, enfin non, un mini salon, parce que j'ai une vente éphémère cet après-midi encore dans la mercerie Mouton Noir, encore 3 heures. Voilà, là ce matin j'ai tout rangé la chambre et voilà, donc je vais me poser un petit peu. On va mettre un petit effet de flair, ce qu'on appelle du flair, parce qu'il y a un petit peu de lumière qui rentre dans l'objectif directement, ce qui fait que ça fait ça. On appelle ça du flair en photo, si ça vous intéresse. Alors, on est mercredi 9, c'est ça, hein. Ma montre Fitbit ne fonctionne plus, alors maintenant je peux la porter quand je tricote. Elle fonctionne, elle me met l'heure, elle me met plus mon nombre de pas, ni mes pulsations cardiaques, ni mon nombre de sommeil, d'heures de sommeil. C'est pas grave, c'est bientôt mon anniversaire. Je pense que je vais me reprendre une parce que c'est vraiment genre ma meilleure amie, vous voyez. Ouais, je me suis habituée à ces petites données. Et après, j'ai pas du tout de messages qui arrivent sur ma montre. J'ai pas du tout envie parce que moi, c'est quelque chose qui m'angoisse. Donc, non, mais c'est juste des données techniques. Ça me plaît bien. Alors, je vais vous prendre jusqu'à vendredi. Voire samedi matin, je ne sais pas, parce qu'à partir de samedi, c'est une semaine à 1000 qui commence du samedi au vendredi d'après, ou je sais plus ce qu'on a dit. Bref, je crois que ça commence samedi. C'est pas une semaine du lundi au dimanche. Pourquoi? Parce que le dimanche de la semaine prochaine, je serai toute la journée en voiture et que j'aurai pas le temps de lire, donc moi je l'ai calé pour que ça commence le début du week-end et la semaine de 5 jours. Voilà. Donc je vais vous prendre jusqu'à vendredi, je pense, et puis je ferai le point avec vous samedi matin, je pense. Alors, je lis pas énormément en ce moment, en fait c'est pas très vrai, bien sûr que si, je lis beaucoup, mais j'ai 2 briques en cours, parce que j'ai le Chardonneret de Donna Tartt qui n'a pas beaucoup avancé. Pourquoi? Parce que j'ai commencé une nouvelle brique qui est Les Armes de la Lumière de Ken Follett, de la saga Kingsbridge, et il fait aussi 1000 pages à peu près. Et on lit 3 chapitres par jour, et je veux lire 3 chapitres par jour, désolée pour la sirène, parce que je veux pouvoir caler American Psycho, qui est aussi une brique, après celui-ci. Donc moi je me suis donné dans l'idée de lire 3 chapitres par jour, et aussi de ne pas l'emmener en vacances, parce que c'est une grosse brique, et donc voilà.
Donc ce qui fait que j'ai 2 énormes briques en cours, 2 bouquins de 1000 pages, on va dire. Le Chardonneret n'avance pas beaucoup, mais j'ai mis les autres livres en stand-by, sauf un que j'ai terminé, dont je peux vous parler, mais d'abord je vais vous parler, j'ai lu 2 graphiques, comme d'habitude, en ce moment c'est un peu thématique. J'ai fait la relecture du tome 5 de Magus of the Library de Mitsu Izumi chez Kiyun. C'est pas celui que j'ai préféré, j'aime beaucoup la fin avec la découverte de ce personnage qui est important dans la vie de Shio, et surtout je trouve ça très beau la façon dont c'est présenté. Là on parle beaucoup de différences des classes et justement du fait de les exclure ou non, de les sous-évaluer ou non. On parle aussi beaucoup du stress par rapport à la réussite aux examens, et ça je trouve ça très intéressant parce qu'on a tous quelque chose à donner dans la société, et même dans ce monde fantastique également le sujet s'impose, et je trouve ça très très pertinent la façon dont c'est abordé. Et puis j'ai lu le tome 8 des carnets de l'apothicaire que j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis 17 parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. On apprend plus sur qui est Mao Mao et qui sont ses parents notamment, et c'est très intéressant. Je vous en dis pas plus parce que est-ce qu'il y a grand chose à dire, excepté que c'est un manga historique qui se passe dans un Japon très très ancien, qui a ses règles avec les courtisanes, les différentes femmes du roi, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Et cet apothicaire, désolée pour le bruit des travaux, cet apothicaire qui a été formé par son père, qui n'est pas son père, apothicaire, est extrêmement intelligente. Et voilà, donc elle est toujours sympa. Le truc c'est que la question que je me pose, c'est est-ce que cette Mao Mao, elle n'est pas totalement insensible? Je la trouve très insensible parfois. À côté de la plaque, elle a vraiment un cerveau qui fonctionne différemment, mais je l'aime bien. Voilà. Et puis sinon, j'ai lu Triste Tigre de Neige Sino, édité chez Paul, que j'ai emprunté à la bibliothèque avec le soleil. C'est difficile. Alors, je lui ai mis 16/20. C'est une autobiographie, je pense que c'est comme ça qu'on peut l'écrire, écrite par Neige Sino, qui va nous parler de son besoin de parler des abus sexuels qu'elle a eu avec son beau-père quand elle avait de 6 ans, ça fait mal rien que de le dire, de 6 ans à son départ pour ses études, donc 17 ans, 18 ans, et elle a le procès qu'elle a intenté à son beau-père s'est passé quand elle avait à peu près 21 ans, et avant ça, elle n'en a jamais parlé, ni à sa mère, etc. Et alors, ce que j'ai apprécié particulièrement dans ce livre, qui est effectivement... alors, je n'ai pas trouvé... Alors, comment dire, ça va être compliqué, hein, de parler de ce roman. Oui, c'est quand même une histoire de vie, donc... c'est pas du tout romancé, c'est extrêmement réaliste. C'est difficile de parler de ce livre en émettant une critique. J'ai trouvé fort intéressant, vraiment, c'est ce qui est passionnant dans ce récit, la façon dont elle se questionne sur le besoin d'écrire ce livre. Ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant de parler d'autres auteurs qui ont écrit sur le même sujet, de ce besoin de lire d'autres récits sur le même sujet, sur ces viols à répétition, donc savoir ne pas se sentir seule, etc. Elle va vraiment parler de son enfance, de la relation avec son père aussi, qui venait la voir mais qui ne la prenait jamais avec lui, ni sa sœur ni elle. En fait, elle a été élevée par sa mère, qui avait 2 enfants avec son père. Son père, ils se sont séparés, et elle a rencontré cet homme avec qui elle a eu 2 autres enfants, et seulement Neige a été abusée, les autres non. Et voilà, je trouvais ça très intéressant. Elle parle de ça de façon... Comment dire, elle trouve ça important
dire les choses de façon très simple et très sans pincette. C'est ce qui, je trouve, fait la force de son récit. On sent qu'elle a besoin d'écrire sur le sujet et de nous expliquer ce que ça lui fait d'écrire aussi sur le sujet. Elle s'adresse souvent à nous. Donc là, par exemple, j'ai cité Ami lecteur, amie lectrice, ma semblable, ma sœur, voici donc un aveu que je me dois de te faire, car je ne nourris point le désir de te fourvoyer. Prends garde à mes propos, ils avanceront toujours masqués. Ne prends pas ce texte dans son ensemble pour une confession. Il n'y a pas de journal intime, pas de sincérité possible, pas de mensonge non plus. Mon espace à moi n'est pas dans ces lignes, il n'existe qu'au-dedans. Ouais, elle explique que elle n'a pas écrit pour un effet catharsis, que même si elle a écrit, elle se sent pas forcément mieux après, que c'est une faille qui ne se refermera jamais. Elle parle beaucoup aussi du fait de l'incarcération de son beau-père, donc qui a été incarcéré 10 ans et qui est sorti dorénavant de prison et qui a refait sa vie en faisant d'autres enfants. Le ressenti par rapport à la nouvelle vie de son beau-père, ce qu'elle ressent, ce qu'elle accepte, ce qui était très intéressant. Je trouve qu'elle a abordé des sujets mais particulièrement intéressants. Elle parle notamment du fait que pour son village, là où les choses se sont passées après le procès, ça n'a plus jamais été pareil, et que ce village porte aussi tout le poids de ce secret qui a été révélé. Je trouvais ça très très intéressant. Elle explique aussi les questionnements qu'elle a par rapport à elle-même, par rapport à son propre enfant, les questions qu'elle se pose par rapport à, je veux dire, à quoi ça tient de passer à l'acte, de ne pas passer à l'acte. Est-ce que, parce qu'elle dit qu'il y a un grand pourcentage de personnes qui ont été agressées, qui retranscrivent ces agressions auprès de leurs proches, et c'est des questions qu'elle se pose, qui sont vraiment ancrées fortes en elle, forcément. Je trouve ça très intéressant. Les raisons que j'ai de ne pas vouloir écrire ce livre, elle s'est beaucoup posé la question. 1. Ne pas se spécialiser dans l'écriture sur le viol. 2. A priori, je me méfie des livres qui ont des sujets, et là, difficile d'y échapper. Comment écrire quelque chose de neuf, d'esthétiquement valable, si on est écrasé par le sujet. 3. J'aimerais faire autre chose, j'aimerais penser à autre chose, avoir une vie qui est un autre centre. 4. Plein de livres chaque année sont écrits là-dessus par des survivantes et des survivants, surtout des fictions. Bref, là, elle parle du fait du besoin vraiment qu'elle a de lire ces livres. 5. Je ne suis pas sûre de pouvoir apporter quoi que ce soit aux victimes, aux proches de victimes, aux agresseurs, ni même à ceux qui veulent mieux comprendre le sujet. 6. Je ne suis pas sûre que ce livre m'apporte quoi que ce soit à moi en tant qu'être humain, ni en tant qu'écrivaine. 7. Je ne crois pas à l'écriture comme thérapie, et si ça existait, l'idée de me soigner par le livre me dégoûte. Et je trouvais ça vraiment très intéressant. En fait, elle est toujours en train de se remettre en question. Je trouve ça très étonnant qu'elle n'ait pas fait de thérapie. Ça m'a... Je me suis beaucoup questionnée parce que... et du coup, même si elle ne souhaite pas que ce livre soit une thérapie, est-ce que c'en est pas une? Concrètement, je me suis posé la question. Ça aussi, elle dit qu'elle a eu le besoin viscéral de l'écrire, mais que finalement, elle n'est pas sûre d'avoir envie que les gens le lisent. Je trouvais ça très intéressant parce qu'elle n'a pas envie qu'on la résume à ce livre-là, et pourtant, elle a besoin de l'écrire. C'est vraiment super intéressant de cette idée-là, parce qu'en plus, on connaît l'écho qu'il a eu, et donc, je viendrai à la conclusion par rapport à ce roman après. Elle dit que typiquement quand elle dit que ce livre ne l'aide pas plus que ça, elle dit la littérature ne m'a pas sauvée, et d'ailleurs elle parle aussi des autres livres qu'elle a lus. Elle dit la littérature ne m'a pas sauvée, je ne suis pas sauvée. Elle cite Virginie Despentes que j'ai lu dernièrement dans King Kong Theory, qui parle de son propre viol, et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'elle dit que voilà, Virginie Despentes, elle est sortie, enfin du moins elle a pris la mesure de son viol des années après, et qu'elle a qu'une envie ensuite, après ça, c'était de se battre, et que elle, Neige, n'a pas réussi à faire comme elle, mais que c'est vraiment ce qu'elle aurait souhaité faire. Voilà. Elle parle à un moment de Claude Ponty, je ne savais pas qu'il avait été abusé, et donc j'ai appris des choses, et moi je suis d'accord avec ce qu'elle dit sur Claude Ponty, parce que c'est un auteur que j'adore. Voilà. Et pour terminer, elle demande si la littérature peut nous sauver. La littérature comme thérapie, c'est une vision que j'ai toujours trouvée douteuse, comme si raconter se raconter, partager sa souffrance, était le chemin vers la rédemption.
Ça m'a toujours révolté cette idée. Se soulager par l'écriture, par l'art, comme on se débarrasse d'une substance toxique en allant vomir nos mots chez les autres. Non, vraiment, je ne suis pas convaincue. Voilà. Donc en fait, son texte se termine par... Enfin, de toute façon, elle le dit dès le début, c'est pas forcément quelque chose de positif pour elle d'avoir écrit ce livre-là. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, son besoin d'écrire. Je lui ai mis 16 ce matin, et j'écris dans mon carnet, vous savez, mon carnet où j'écris un petit peu mes ressentis par rapport au texte. J'ai écrit que je m'étais sentie un peu voyeuse, et que c'était pas très satisfaisant comme ressenti de lectrice, ce qui fait que j'ai trouvé ça. Ce que j'ai aimé, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire toutes les réflexions qu'elle a par rapport à la littérature et son besoin d'écrire. Et moi, je n'ai qu'une chose que je veux dire pour terminer sur ce texte, c'est que je vais lire autre chose d'elle. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire pour aller plus loin que ce texte qui est effectivement très difficile à lire, bien que j'ai pas trouvé ça si... Je me suis sentie voyeuriste sur certains passages parce que forcément elle est assez explicite. En revanche, j'ai bien aimé ses analyses, même si j'ai trouvé qu'elle tâtonnait quand même beaucoup, ce qui est normal. Et en fait, je me suis... Oui, en fait, c'est pas voyeuriste, c'est plutôt... Je me suis sentie démunie pour elle et j'ai pas forcément aimé ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est aller lire d'autres choses d'elle. J'ai enlevé tous les marqueurs parce que je voulais vous en parler et que je ne vais pas prendre de notes plus que ça. Mais je vais lire d'autres choses de Neige Sino. Et en tout cas, c'était fort intéressant. Je ne peux pas dire plus de choses que ça. C'était pas passionnant en soi, mais fort intéressant, ces réflexions sur l'écriture, sur la lecture, sur qu'est-ce qu'on fait après, sur le système judiciaire, pénitentiaire, etc. Très très intéressant. Voilà, donc je vous invite à le découvrir, pas forcément par curiosité, mais par égard pour l'autrice. Voilà, donc je vais vous laisser là, je vais retourner à mes pavasses et on se retrouve plus tard. Bon, hello, alors on est vendredi et on est dans l'après-midi. Je ne suis pas vraiment coiffée, je suis HS parce que j'ai un rhume. Bah oui, parce que là il a fait très beau, il fait encore très beau mais il fait un peu moins chaud. Et je me suis un peu trop dénudée et du coup bah, je suis un peu enrhumée, voilà. Donc je suis vraiment mal coiffée, je suis désolée. Et surtout j'ai la barre là, voilà. Et en plus, je ne sais pas quand est-ce que je vais monter cette vidéo, puisque mon Wi-Fi, enfin ma Freebox apparemment est encore débranchée, donc je n'ai plus le Wi-Fi. Et comment vous dire qu'il n'y a que dans cette pièce que je peux travailler, c'est-à-dire que je travaille de mon lit pour pouvoir être branchée en secteur, et c'est vraiment pas agréable. Heureusement, aujourd'hui une journée où j'ai fait quand même le gros de mon travail, donc cet après-midi, je suis plus cool, je vérifie si j'ai des mails, etc. Mais je peux venir vous parler. Mais voilà, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir monter cette vidéo parce que d'ici lundi, non, puisque le gars de la Freebox, il vient lundi entre 13h et 14h. Et mardi la semaine prochaine, je suis en déplacement, donc je suis pas sûre d'avoir le temps. Peut-être lundi après-midi, mais ça m'étonnerait. Bref, je ne sais pas, voilà. Et c'est pas grave, je la montrerai quand je pourrai la monter, hein, vous m'en voudrez pas. On va terminer avec plusieurs petites choses. Déjà, on va parler de... Je suis allée à la ressourcerie mercredi. J'ai trouvé plein de trucs. C'était pas prévu d'en trouver autant, mais j'ai trouvé des pépites que vous allez voir dans mon book haul. Il y en a un où j'ai besoin d'avoir votre avis, parce que quand je suis rentrée chez moi, et en le rentrant sur Livre Addict, je me suis rendu compte que c'était un tome 3. Donc je vous montre, c'est celui-ci. Donc ça s'appelle Notre âge d'or de Jane Smiley et on est chez Rivage. Et ce livre est neuf,
Voilà, je pense qu'on peut dire que ce livre est neuf. Il n'a pas été lu. Quand j'ai regardé, c'est un tome 3. C'est la fin d'une saga. Donc déjà, si vous avez lu le tome 1, je vous mettrai la petite vignette ici de la couverture. Comme ça vous aidera peut-être. Si vous l'avez lu, dites-moi. Sur Livre Addict, il n'est pas extrêmement bien noté. Je crois qu'il est à 15. Et les suivants sont pas mieux notés. Mais je sais pas, cette couverture était bien. Et surtout, ça avait l'air bien derrière. Je vous lis un tout petit peu. C'était un rêve, presque une utopie. En 1920, Walter et Rosanna Langdon voulaient bâtir une ferme prospère dans l'Iowa et une famille. Que reste-t-il de leur ambition quelques décennies plus tard? Les joies et les peines ont accompli leur œuvre, les guerres et la lame de fond de l'histoire aussi. Et notre âge d'or commence à la fin des années 80. C'est vrai que quand je l'ai lu, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi ça commence alors qu'on dit que ça commence en 1920. Bref, mais voilà, l'histoire des États-Unis par le biais d'une saga familiale, c'est peut-être bien. Les éditions Rivage, généralement, c'est de bonne qualité. Donc je veux bien avoir votre retour là-dessus si vous l'avez lu. Voilà. Sinon, il ne rentrera pas dans ma palle et je le remettrai en ressourcerie. Il faut savoir que j'ai pris combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 livres avec pas mal de grands formats que j'en ai eu pour 5,50 €. C'est difficile de résister. Voilà. Bref, c'est pas grave. Ma palle s'envole et c'est un peu embêtant, il va falloir que je lise. Mais là, je ne vais pas faire d'achat jusqu'à ce qu'on aille peut-être à Montpellier pendant les vacances et on ira faire le tour de quelques librairies. Mais à part ça, je pense pas que je vais retourner faire des achats, vous voyez. Mais bon, j'en ai déjà pas mal devant moi, parce qu'ils sont juste là. Bref, on va parler de 2 livres que j'ai abandonnés. Enfin, un où j'ai picoré, celui-ci. Le monde du dessous de la fratrie Brontë, qui comprend Charlotte, Emily, Anne et Branwell, mais surtout... Surtout, comment est-ce qu'elle s'appelle? Charlotte, hein, c'est ça? Surtout Charlotte, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, parce que vous voyez... voilà. Donc en fait, c'est un univers qu'ils ont construit ensemble. Le monde du dessous, en fait, c'est un monde qu'ils ont créé ensemble et sur lequel ils ont écrit autant de textes que de poèmes. Et voilà. Texte qu'on a retrouvé après, il n'y a pas si longtemps. Hein. Je l'ai picoré. Vous voyez, j'ai quand même coché des choses. Alors, c'est pas vraiment un abandon, puisque j'ai picoré les poèmes. Je n'avais pas forcément envie de lire toutes ces parties-là. Vous voyez, les correspondances, tout ça, là. Il y a pas mal de textes. En tout cas, disons que c'est pas vraiment un abandon puisque je vais le garder et j'y retournerai peut-être. J'ai lu certains poèmes que j'ai trouvé assez beaux, mais j'avais pas la tête à rentrer dans cet univers-là. Je pense qu'il faut que je lise encore Anne, notamment, pour pouvoir peut-être me passionner un peu plus pour leur univers. Mais c'est un pseudo-abandon. J'ai picoré, en fait, quand j'avais des passages qui me plaisaient pas, j'allais voir plus loin. Mais je ne m'en séparerai pas. Mais bon, voilà. C'est pas forcément ce que j'avais envie de lire. L'abandon, après juste quelques pages, écoutez en audio, c'est Love Song de Jane Sanderson, ici chez Babel. Oh, mais quel dommage. Alors déjà, j'ai pas aimé du tout la voix de la lectrice. Et très vite, très rapidement, le genre de narration m'a perdu, ça m'a pas plu. Voilà. Les personnages, tout ça. Je sais pas, et surtout le ton. Ouais, c'est le ton qui m'a pas du tout séduit. Donc je me suis dit non, tu vas pas t'infliger ça. Je vois pas pourquoi tu t'infligerais ça. Et finalement, je crois que c'est pas fait pour moi. Voilà. Est-ce que c'est grave? Non. Donc c'est un abandon et il ira sur mon Vinted début mai. C'est pas grave, je sais que je suis pas le public, on peut pas tout aimer et c'est pas grave. J'ai mis un autre livre dans mes oreilles qui est mon livre pour ça passe ou ça casse et je peux vous dire tout de suite que ça passe, mais je vous dirai pas quel livre c'est, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Sinon,
Ah oui, on continue avec l'audio, parce que très bonne écoute audio avec Mon mari de Maud Ventura chez l'Iconoclaste ici. Écoutez, c'était plutôt chouette, je lui ai mis 16. Alors, c'est un roman qui s'écoute vraiment très bien. Il est lu par Jeanne Chéral, dont j'aime beaucoup la voix. Alors, on est dans la tête de cette femme qui est avec son mari qui vit avec son mari depuis longtemps. Ils ont 2 enfants. Et elle est totalement subjuguée. Alors, elle est totalement en amour de l'amour. Parce que je suis pas sûre, après la fin de lecture, qu'on peut dire qu'elle est vraiment amoureuse de son mari. Elle est vraiment amoureuse de l'amour, et d'ailleurs, son mari lui dit à un moment, elle nous parle de la relation avec son mari pendant tout ce livre, qui se passe sur quelques journées. La dernière, je crois que ça commence le lundi, hein, et ça se termine le dimanche. Ouais, voilà, ça se termine sur une semaine, et on va rentrer dans la tête de cette femme qui est quand même totalement barrée. On s'en rend compte très vite, parce que par exemple, elle écrit des choses, elle interprète tous les signes de façon très négative, en remettant toujours en question l'honnêteté de son mari, son amour, etc. Et par son biais, sa propre image, etc. C'est un texte, un long monologue qui parle d'une femme quand même qui est assez dérangée et qui a pour but, j'ai un truc dans les cheveux, c'est mes cheveux, qui a pour but de quand même retranscrire, comme si ce texte qu'elle écrivait, parce que c'est un peu dans son journal qu'elle écrit, un journal intime, voulait ensuite prouver qu'elle n'inventait pas des choses, alors qu'en fait on se rend bien compte que quand même elle affabule beaucoup. On ne sait pas comment s'appelle son mari, elle en parle juste en disant mon mari. En fait ça pourrait être n'importe qui, et c'est ça qui était intéressant. Ce qu'on voit, c'est qu'on comprend petit à petit. Il y a des moments où on se dit ah ouais ok je comprends, elle se pose des questions, tout ça, mais très vite ça dérape et on se rend compte qu'elle est quand même un peu folle à lier. La fin est sympa parce qu'il y a un petit twist dont je vous parle pas, qui est quand même assez chouette. Ce qui était terrible, c'est quand elle parle de ses enfants. On a l'impression qu'elle est rentrée dans le format matriarcal par convenance, par défi. Et du coup, elle l'idéalise autant qu'elle le déteste. Et un petit éternuement. Et donc, voilà, c'est vraiment le discours d'une femme qui est quand même assez dérangée. Voilà, ça m'a fait sourire. Parfois, je me suis dit, mais c'est pas possible, elle est insupportable. Et en fait, Maud Ventura, elle arrive avec un texte assez simple dans le style, à nous faire rentrer dans sa tête, bien que on sait pas. Je trouve qu'elle navigue quand même entre un personnage dont on pourrait cautionner les actes, et en même temps une femme qui est quand même qui a des problèmes psychiques. Et en fait, on tâtonne quand même beaucoup, et je trouve qu'elle aurait peut-être dû prendre un parti pris un peu plus gore, enfin un peu plus, vous voyez, un truc, elle est vraiment dans le dur, quoi. À un moment, elle se pose la question si elle va pas le tuer. Et ben peut-être que ça aurait été pas mal d'aller jusqu'au bout, moi je sais pas, voilà, bref. En tout cas, c'est un récit qui m'a beaucoup plu. Moi qui ai envie de lire Célèbre, je vais le lire parce que, bah voilà, elle m'a intriguée. Pour moi, c'est pas de la... Alors, faut pas le prendre mal, c'est pas de la grande littérature. C'est un texte hyper fluide, et du coup en audio c'est vraiment un régal. Il se lit vite, il doit y avoir 5 ou 6 heures d'écoute, mais voilà, j'attends de voir ce qu'elle est capable de faire d'autre. Célèbre me tente bien. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si c'est un peu le même genre de ton, et voilà, donc ça pourrait me plaire. Voilà, ça m'a bien plu, c'est pas inoubliable, mais j'ai passé un bon moment d'écoute. J'ai lu Petite forêt de Daisuke Igarashi chez Moonlight dans une édition intégrale, qui a certainement pris un peu l'eau parce que la couverture est un petit peu abîmée. C'est pas grave.
Je l'avais trouvé en occasion chez Gibert, je me souviens, et donc c'est l'auteur des Enfants de la mer que j'ai adoré. Alors, pour moi, ça a été un régal de retrouver les images. C'est un texte qui est construit de façon un peu étrange. Je pense qu'il a vraiment une construction particulière parce qu'il a été publié en feuilleton, vous savez, dans les magazines manga au Japon. Et donc, en fait, ce sont des petites scénettes de vie d'un personnage qui s'appelle Ichiko. C'est une jeune femme, c'est celle qui est ici, qui retourne dans son pays natal qu'elle avait quitté. Elle l'avait quitté, sa mère est partie du jour au lendemain sans lui dire quoi que ce soit. Et en fait, elle va retourner dans ce village qui s'appelle Komori et dont le nom signifie petite forêt, d'où le titre. Et en fait, elle va nous faire des scénettes où elle cuisine. Donc c'est vraiment pour les passionnés de cuisine et de cuisine avec des produits du terroir et des produits qu'elle cultive elle-même. C'est passionnant. Moi je l'ai lu vraiment en plusieurs fois, je l'ai picoré. Un peu, vous voyez, c'est un peu à la façon, si vous connaissez Minuscule, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'une histoire n'a pas forcément de lien avec l'autre. Petit à petit, on apprend des choses sur sa vie, mais très très peu. C'est ce qui d'ailleurs lui a été reproché dans les commentaires que je lis sur Livre Addict, par exemple. On a reproché à ce texte justement de ne pas aller dans le détail sur la vie d'Ichiko. On sait juste qu'elle tâtonne, elle ne sait pas si elle reste. Elle se retrouve à des moments dans la maison natale où elle est toute seule, il faut qu'elle coupe du bois, il fait super froid, c'est l'hiver. Ça va de l'hiver à l'hiver, sur une année à peu près. On va la suivre au fil des saisons, à faire ses différentes recettes, à les partager avec d'autres, à parler aussi d'agriculture locale, notamment à la fin, les rencontres qu'elle peut faire, voilà, les relations qu'elle a avec les gens, qui sont autant de partage qu'il y a de jugement aussi. On est dans un milieu extrêmement rural, donc voilà, on se pose la question de savoir si elle va rester ou non. Elle est gourmande, elle est vraiment très gourmande et ses recettes m'ont donné souvent envie de manger. Les dessins étaient splendides, je vous ai mis quelques images. Ce que j'ai reproché un petit peu, elle nous a mis des photos. Je pense qu'il doit y avoir un côté un peu autobiographique. Et par exemple, elle nous met des photos là. Et vous voyez, ça, c'était la pâte à pain, je pense. Et les photos, elles sont tellement denses qu'on voit pas grand-chose. Et je trouve que ça enlève de l'esthétique. Je préfère ces dessins à ces photos. Vous voyez, c'est autant de détails sur les saveurs, les ingrédients que le ressenti d'Ichiko. On est sur vraiment un dessin un peu sobre, ouais, et plutôt sympa, mais voilà, le personnage est un peu non genré aussi, je trouve. C'est volontaire, je pense. Voilà. Ça m'a bien plu, franchement ça m'a bien plu d'aller avec elle. C'était plutôt chouette. J'ai coché des pages, pourquoi? Oui, en fait, j'ai trouvé, parfois c'est très brutal, on apprend une information de façon très brutale. Par exemple, ça commence cette histoire-là en disant, il y a 7 ans, donc c'est Ichiko quand elle était enfant, elle arrive, sa maman, elle est là, sa maman on la voit pas, c'est juste une ombre, et en fait, elle lui dit, il faudrait que tu t'occupes, il aurait fallu que tu te lèves plus tôt, voilà, pour m'aider à dégager la neige devant la maison, parce que ça serait déjà fini, et en fait la maman le fait pas, et c'est le jour où on apprend très vite que voilà, c'est ce jour-là que ma mère a disparu sans donner signe quelconque, et on va pas en apprendre plus que ça. Ce qui était sympa, c'est qu'on avait aussi pas mal de planches en couleur tout au long du manga. Alors pas tant que ça, hein, mais on en a quelques-unes si je dis pas de bêtises. Je sais que j'ai été étonnée de voir qu'on en avait quelques-unes en plus. Vous voyez? Voilà, en plein milieu du manga. Et voilà, donc franchement j'ai bien aimé. Il faut aimer le dessin de Daisuke Hirashi, mais moi du coup j'avais été tellement conquise par ces enfants de la mer que en fait elle peut m'emmener, hein, c'est une femme. J'ai un petit doute.
Bref, je pense que c'est une femme. Bref, en tout cas, elle m'a emmenée, elle peut m'emmener où elle veut. Ça m'a bien plu. Voilà, après, il manquait un peu d'intime, j'ai trouvé. Mais c'était pas forcément le but. Et on termine cette vidéo et cette session lecture avec un coup de cœur de livre. Mais messieurs, dames, vous n'êtes pas prêts. Il est quasiment dans mon top 3. J'hésite, il faut que je laisse encore le temps de maturer. Je l'ai terminé hier. J'étais totalement fébrile sur les dernières pages. C'était splendide. En fait, ce livre, cette autrice m'a emmenée où elle voulait. Dans un texte que je n'arrête pas d'analyser depuis, même pendant la lecture. Il avait un effet sur moi totalement... je sais pas, il a maîtrisé ma lecture, le style de ce texte, avec un sujet pourtant assez étrange, m'a complètement hypnotisée. Il m'a laissé de côté pour d'autres livres, et du coup j'avais envie de le terminer comme j'avais pas envie de le terminer, et j'ai qu'une envie, c'est de lire autre chose de l'autrice. C'est Le Chardonneret de Donna Tartt, édité ici chez Pocket. Mais ce livre, j'étais pas prête à ce que ce soit un... Enfin, si, peut-être quand même. J'étais peut-être prête à me laisser conquérir, surtout très vite quand j'ai compris le style, le genre du texte. Après m'être posé plein de questions sur mais où est-ce qu'elle nous amène? Quand j'ai lâché l'affaire pour me laisser totalement guider, bah, j'ai été totalement embarquée. Alors ce texte... Il y a énormément de choses à dire. J'ai pris des notes ce matin. J'ai pris des notes parce que je ne veux pas passer à côté. Et comme je suis un peu fatiguée, j'ai pas envie de vous perdre. Alors, on suit le personnage de Theo Decker qui, au début du roman, est un adolescent de 13 ans qui, avec sa maman, il a fait une bêtise au collège avec ses copains. Et sur le chemin pour aller chez le directeur, ils ont un petit peu d'avance. Et sa maman l'emmène au musée. Elle l'emmène au Metropolitan Museum. On est dans un New York d'après le 11 septembre. Et elle l'emmène parce qu'elle a très envie de voir la toile, le Chardonneret de Fabritius. Comment il s'appelle? Oui, Fabritius, qui... est visible dans ce musée. Après avoir admiré ce tableau, elle décide d'aller voir un autre tableau et Théo lui dit non, moi j'y vais pas, parce qu'en plus il a vu passer une jeune fille aux cheveux roux qui l'a totalement hypnotisé. Il était vraiment sous le charme et il décide de rester avec cette jeune fille ainsi que son grand-père certainement, plutôt que d'aller avec sa mère. Et 5 ou 10 minutes plus tard, une première explosion retentit. Et voilà, qui va mettre tout le monde par terre. Et Théo se retrouve dans cette salle 32, donc avec peu de survivants. Il y a un vieil homme qui est survivant, et en fait c'est le grand-père de cette jeune fille qui est vraiment agonisant. Et qui va, dans un... dernier élan, donner à Théo une bague et lui dire de se rendre à un endroit pour aller rencontrer son associé et lui remettre. Et il lui préconise aussi de sauver le tableau, le Chardonneret. Donc Théo décide de l'écouter et de rester avec lui avant d'aller essayer de retrouver sa mère. Il prend ces deux choses et puis il tente de sortir et il voit quasiment personne, il ne sait pas où est sa mère, plus rien ne ressemble à rien. Il sort, il voit qu'à l'extérieur c'est la cohue, etc. Il pense que sa mère, c'était leur règle, c'était que s'il se perdait de vue, il se retrouvait à la maison, donc il retourne à la maison chez lui. Et il attend sa mère, mais en sortant, une deuxième explosion a lieu et voilà, donc lui il rentre et il attend sa mère chez lui, sa mère qui ne rentrera pas. Donc il se retrouve, sa mère en fait elle vivait seule avec lui et son père on ne sait pas trop où il est. Et voilà, donc pour lui il va commencer une série on va dire, de navigation avec des personnes qui vont s'occuper de lui, notamment la famille d'un de ses meilleurs amis, les Harbour, qui vont le garder pendant un moment, puisque son ami Andy
est assez proche de lui. Et donc ça, on est dans une maison et dans une famille assez riche, voilà, dont il se rapproche de la mère, etc. Puis c'est le père qui va se rappeler à lui pour l'emmener avec lui à Las Vegas. Je ne vais pas forcément vous en dire plus, et là, il va vraiment se rendre compte que son père, il ne sait pas s'occuper d'un enfant, déjà il ne sait pas s'occuper de lui-même, J'ai été coupée, pardon, par mon fils qui me pose des questions qui m'ennuient. Bref, je sais plus ce que je disais. Oui, on est dans une famille bourgeoise. Non, ça je vous l'ai déjà dit. Il va avec son père, il se rend compte que son père sait pas s'occuper de lui-même, sait pas s'occuper de son fils, s'occupe de rien. Il essaie de lui extirper de l'argent. On a notre personnage Théo qui, dans la famille des Harbour, a déjà ce tableau et le cache parce qu'il sait pas quoi en faire. Il a l'impression très vite que s'il le révèle, on va le condamner. Donc en fait, il porte ce tableau comme un fardeau, comme un secret aussi. Ce tableau cristallise le moment qu'il a vécu, qui est terrible dans sa vie. Et c'est un vrai fardeau, c'est une épée de Damoclès, mais qu'il chérit aussi. Il faut dire que ce tableau, il existe vraiment. Je vous le mets ici, c'est le tableau d'un Chardonneret. Ce tableau, il a été peint en 1625, si je dis pas de bêtises. Non, 1654, par un peintre néerlandais qui l'a peint quelques mois avant de mourir dans une explosion, dans un incendie chez lui. Et c'est un tableau qu'il a fait sur commande, comme un trompe-l'œil pour mettre dans une entrée de maison. Donc on a juste Chardonneret qui est sur un fond assez sobre. Et en fait, il nous regarde. Il est un peu décentré, je ne sais pas si vous allez le voir quand je vous mettrai la toile. Et surtout, notre regard est vraiment retenu par la chaîne qui retient sa patte à la cage et qui l'empêche de voler. Donc ce tableau représente vraiment je sais pas, l'incarcération, le manque de liberté, le fait qu'on soit prisonnier d'un lieu. Et notre personnage est sans cesse... dans son histoire, ça fait écho souvent à ça. On a le Chardonneret, ce tableau, il est là, c'est un fardeau qu'il porte, un secret aussi qu'il a, qui est là tout le temps, parfois de façon lointaine, mais qui va rythmer tout le texte jusqu'à ce que Théo soit adulte, en âge de se marier, etc. Notre personnage va faire des choix. Il va être soumis à des choix qui vont s'imposer à lui, qui ne cautionnent pas particulièrement. Et tous ces choix qu'il va faire vont l'amener dans des situations parfois extrêmes où il ne sait pas comment se sauver. Donc c'est un personnage qui est sans cesse à la dérive, qui a beaucoup de mal à faire son deuil, qui ne fait pas son deuil. Sa mère aussi est très présente, il avait une relation très forte avec elle. C'est un texte qui est extrêmement sombre, où nous, lecteurs, en tout cas moi, lectrice, je me suis énormément attachée à Théo et j'avais qu'une envie, c'était qu'il fasse les bons choix pour réussir à là où il pourrait réussir, surtout qu'il est entouré de personnes aimantes, notamment les Harbour, et puis il va rencontrer Obi. Le Obi, vous savez, ce grand-père, il lui avait donné une bague pour ensuite l'amener dans l'atelier dans lequel il travaillait, puisqu'il faisait de la restauration de meubles avec Obi. Obi, c'est une personne qui travaille le bois de façon très très professionnelle, avec beaucoup d'amour, de respect, etc. C'est une personne qui va prendre à un moment donné Théo sous son aile et qui va nouer une relation très forte avec lui. La jeune fille rousse aussi, dont je vous ai parlé au début, forcément fait partie de cette famille, ou de cette famille de cœur, et du coup elle est présente aussi. Et tous ces personnages qui sont vraiment là pour l'aider, ainsi qu'un ami qui va se faire quand il va être à Las Vegas, lui donne des preuves d'une amitié très forte, mais il va parfois se laisser emporter, par exemple, avec Boris, qui va rencontrer à Las Vegas quand vraiment il est laissé à la dérive par son père, laissé à lui-même pour s'occuper de lui.
il va se droguer, il va boire énormément, ils vont pas aller en cours, et ça va aller très loin dans la déchéance, parce qu'ils sont jeunes en plus, ils sont vraiment quoi, il a 16 ans à ce moment-là, il va faire ses premières expériences de j'échappe de la réalité avec les drogues, et ça c'est un sujet qui est extrêmement fort dans le texte, de je ne peux pas supporter la réalité, donc il faut que je trouve des solutions. Et c'était très, très réaliste, en même temps on se laisse totalement embarquer par le texte, on est vraiment, on est avec lui et on subit certaines phases de sa vie, voilà, qui dérapent totalement. On a envie qu'il s'en sorte. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Oui, c'était intéressant, il y a pas mal de clins d'œil à d'autres littératures, notamment à un moment, il parle, notamment Boris, parle de l'idiot de Dostoïevski, pour parler de la vie, de la culpabilité, de faire des bons choix. Il y a l'idée de la morale là-dedans est aussi intéressante, notamment en fin de texte, je trouve. Et ça m'a donné envie de relire l'idiot. Elle a réussi, en fait, à totalement m'hypnotiser avec ce texte, et ça m'a donné envie. Parfois, le texte aussi a des éléments un peu de polar ou de thriller, donc du coup, ça tient le lecteur. Et voilà, donc c'était intéressant. Le chardonneret cristallise en fait l'intrigue, mais est aussi sous-jacent, puis c'est un écho à la situation de vie que Théo subit, puisque lui-même est aussi prisonnier de ses décisions. Il est captif, comme ce chardonneret qui est coincé dans sa cage. Lui, il est captif avec le secret qu'il a. Et en fait, je peux pas vous dire, mais la fin, il y a un changement, et du coup, cette fin qui n'est pas extraordinaire en soi, cette fin est splendide et m'a tiré les larmes. J'étais extrêmement émue à la fin, parce que j'ai trouvé, rien que d'y penser, ça me donne envie de pleurer, tout va bien. J'ai trouvé que c'était totalement juste, mais en même temps avec les mots de son personnage, vous voyez, donc c'est pas Donna Tartt qui écrit. Donna Tartt, elle est plutôt le hobby de ce texte, le personnage qui prend soin des autres, je trouve. Et voilà, c'est aussi un roman sur l'amitié, la relation avec Obi, entre Théo et Obi, est très belle. Elle est fragilisée souvent, parce qu'il va lui mentir, et le mensonge, on sent qu'il est extrêmement pesant, et quand ça fait du bien quand les choses sont dites, mais en même temps la vie continue comment après. Voilà, c'était extraordinairement bien écrit, c'était tellement bien écrit. Moi j'avais lu d'elle Le Maître des Illusions, que j'ai lu, alors même je l'ai relu je crois, parce que je l'avais lu quand j'étais ado, enfin elle l'a écrit il y a un moment, Le Maître des Illusions, et j'avais bien aimé. Franchement, en termes d'ambiance, c'est vraiment très très bien fait. C'est un texte très riche aussi. Ça ne s'arrête pas que à ce qu'on peut quand on l'étiquette Dark Academia, ça ne s'arrête pas qu'à ça. Elle parle bien des relations toxiques entre les gens, ou des relations entre les gens, et de la recherche d'identité, je trouve. Et là, on retrouve ça, et c'est vraiment très beau. J'ai envie de lire Le Petit Ami, c'est comment il s'appelle, l'autre livre qu'elle a écrit. Elle en écrit peu des textes, hein. C'est dommage. Je crois pas qu'elle ait écrit d'autres choses, mais il faut dire qu'en même temps, elle nous écrit des pavés, là, voilà. 1100 pages, hein, le texte, mais ça se lit vraiment tout seul, et j'ai coché tellement de choses. Qu'est-ce que j'ai coché ? Allez, on termine avec ça. Ah oui, il y a un passage. Le passage, vous savez, il va être brinque-ballé chez les Harbour, puis ensuite il va aller à Las Vegas, où on n'a qu'une envie, nous, c'est qu'il s'enfuit, qu'il parte. Et parce que c'est vraiment, sa vie part totalement en live, puisqu'il est totalement drogué, alcoolique. Son père s'en fout, il va se passer un truc terrible. Et
il part avec un petit chien que personne n'aime. Et un peu tous les deux, ils sont très délaissés. Et en fait, pour sauver, j'adore ce passage, pour ne pas mettre le chien dans l'avion, ils décident de prendre le bus. Et donc voilà, c'est un peu la galère, on ne sait pas s'il va y arriver. Ils essaient de retourner à New York. Et finalement, ils y arrivent tous les deux, ils ont faim, ils sont sales et tout. Et là, ils sonnent à la porte de Obi. Et ce passage-là, je vous assure que moi, je l'ai ressenti, j'ai fait... Ça y est, t'as réussi. Et vous savez, on est un peu en apnée. J'ai trouvé qu'on était... Moi, j'étais totalement suspendue au texte de Donna Tartt. Elle est très très douée, et elle nous malmène aussi dans ce texte-là. Il y a juste un passage où il parle du tableau qu'il cache, et donc il va le mettre dans une consigne, etc. Pendant des années, il ne va pas le voir. Et... quand il est chez Obi, il l'a dans sa chambre et il dit « Le sortir, le tenir, le regarder n'était pas une chose à prendre à la légère. Même dans l'acte de tendre la main pour l'attraper, il y avait une sensation d'expansion, un souffle et une élévation, et ce à un point si étrange que lorsque je l'avais regardé assez longtemps, les yeux asséchés par l'air réfrigéré du désert, tout l'espace entre lui et moi semblait s'évanouir, et quand je levais les yeux, c'était le tableau qui était réel et non moi. » Intéressant. Donc là, il était à Las Vegas quand je vous ai lu le passage. Et autre phrase, vers la page 546. Il y avait eu des nuits dans le désert où j'avais tellement ri, convulsé et plié en deux, avec une douleur au ventre des heures d'affilée. Là, quand il parle des séances de rire qu'il avait avec Boris, que je me serais volontiers jetée sous une voiture pour que cela s'arrête. Vous voyez, c'est toujours à la limite entre... Ouais, donc en fait, on navigue entre... J'aime la vie et je voudrais que ça s'arrête. Souvent. Ce qui est assez triste aussi, c'est que c'est une personne qui est extrêmement intelligente, qui va faire du recel. Il va faire du recel, comment on dit? En fait, il va abuser du travail de Obi, qui restaure des meubles. Et en fait, il va faire croire aux vendeurs que ce sont des meubles d'origine, et donc il va se faire de l'argent sur ces meubles, tout en le cachant à Obi. Mais bon, en même temps, il va sauver Obi de la faillite, parce qu'il est incapable de vendre quoi que ce soit. Voilà. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose de bien, mais en même temps, c'est pas bien. Donc, voilà. J'ai coché des choses parfois, mais des fois, je ne sais pas pourquoi. Ouais, il y a des passages très beaux sur la relation qu'il a avec Pippa, cette jeune fille qui, en fait, a été violemment, comment on dit, percutée pendant les attentats. Qu'elle a failli y laisser la vie, mais en fait, elle s'en est sortie, mais physiquement, ça a été très compliqué. Et elle a... En fait, ils sont proches tous les deux pour cette relation à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils ont vécu la même chose, puisqu'ils ont perdu aussi chacun un être aimé. Mais je pense qu'on peut dire qu'ils ont une relation... ils s'aiment, mais ils ne peuvent pas être ensemble, parce que c'est autodestructeur. Et c'est assez dur de voir cet amour impossible. Et voilà, donc ça, je ne vous lis pas les passages, mais c'est très beau. Donc par rapport au fait d'être enfermé dans ses décisions, il dit... Comment avais-je pu me prendre pour un être meilleur, plus sage, plus éminent, précieux et digne de vivre parce que j'avais un secret caché dans le nord de la ville? Pourtant, c'est ce que j'avais fait. Le tableau m'avait donné la sensation de ne pas être un simple mortel, de ne pas être ordinaire. C'était à la fois un soutien, une revendication, une nourriture et un tout. C'était la clé de voûte qui avait maintenu toute la cathédrale. Voilà, et donc après, je vous lis pas la suite parce que sinon je spoil. Donc, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que... Bref, je vous lis pas à la fin parce que après c'est des notes, je veux pas vous spoiler le texte, mais ce livre, c'est un texte vraiment splendide, quoi. C'est exactement ce que j'adore en littérature. C'est... franchement, on m'aurait raconté l'histoire, je sais pas, peut-être que je sais pas si je vous ai donné envie de la lire, parce que voilà, ça parle du marché de l'art, ça parle de drogue, d'alcool, d'attentats. On ne sait pas d'ailleurs qui a fait ces attentats, mais on sent qu'il y a un danger permanent, vous voyez. Je ne sais pas si je vous le vends, mais je vous assure que la chose qu'il faut faire avec ce texte, c'est s'en délecter, c'est le laisser vous transporter comme une longue promenade où vous allez trembler, vous allez sortir transformé de cette lecture. Bon bref, moi j'ai adoré, je crois que c'est clair, et ça conclut vraiment très bien
cette vidéo. J'espère quand même que je vous ai donné un petit peu envie de le lire. C'est un texte intelligent et riche qui va plus loin que le texte, que vous pouvez analyser longtemps. Je pense que c'est un texte que je relirai vraiment. Donc ça, c'est typiquement pour moi, c'est quand c'est un chef-d'œuvre. Franchement, elle écrit super bien. Et ce texte est vraiment très beau. Voilà, on a terminé avec cette vidéo. Je sais pas trop quand est-ce que je vais faire le montage. J'enchaîne demain avec une semaine à 1000. Je vais d'ailleurs tourner la petite suite, enfin ma palle, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce que je lis quand même? Il y a des choses que j'ai commencé, vous voyez, d'ailleurs je vous ai mis quelques images. J'ai commencé Les Armes de la Lumière de Ken Follett. Pardon. Et du coup, c'est super bien, donc je vais continuer. C'est très très fluide. Alors après, est-ce que ça va pas être en dessous des autres? Je ne sais pas, je vais voir. J'ai commencé aussi le tome 1 de Planète, qui est un manga de science-fiction, j'en suis à la moitié à peu près. Et je vais pouvoir reprendre L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wallenstein, j'en suis aussi à la moitié, je l'ai mis en stand-by. Voilà. Voilà ce que j'ai lu. Bon, je veux que j'aille boire mon thé que j'ai servi. Ah non, c'est quoi ça? Il y a un insecte qui est rentré. Ouais, je vous laisse là. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ça. Je vous fais des bisous et on se retrouve pour la semaine à 1000 dans la prochaine vidéo. Bye bye!